voudrais parler dans cette causerie tout simplement de l'astrocyclone. Je voudrais faire un exposé très élémentaire pour tous ceux qui se demandent en quoi ça consiste et si c'est facile d'accès. Alors, quels sont, disons déjà dès le départ, c'est un exposé qui va durer à peu près une quarantaine de minutes, quels sont les principes de l'astrocyclone qui ont abouti à l'astrocyclone. Alors, il y a quelques idées originales. La première, c'est que un cycle planétaire peut être divisé en 4. C'est-à-dire que ça donne beaucoup d'importance, vous savez, au fait de distinguer l'astrologie et l'astronomie. L'astrologie a restructuré à sa façon l'astronomie, et elle n'est en aucune façon un calque de l'astronomie. Elle est une sorte de structuration très particulière de l'astronomie d'un point de vue complètement anthropologique et anthropocentrique, ce que n'ont pas compris les astrologues actuels. Donc, l'idée, c'est notamment de ne pas prendre Saturne dans sa globalité de 29 ans, mais de découper le cycle de Saturne en 4 temps qui correspondraient chacun à 7 années. Parce que 7 années, c'est un laps de temps intéressant, qui est calqué d'ailleurs quelque part sur les 7 jours de la semaine, que propose la Lune, qui a elle-même un cycle divisé en 4. Divisé en 4 par les rencontres, par la nouvelle Lune, par la pleine Lune, par les demi-lunes, alors que là, il va être divisé en 4 par un facteur que l'astrologie contemporaine a complètement oublié, qui est celui des étoiles fixes royales. En tout cas, elle l'a oublié au niveau de la théorie des cycles. Elle a oublié, Barbeau ni Le Noble n'attachent la moindre importance aux étoiles fixes pour structurer les cycles planétaires. Ils préfèrent étudier les rapports entre deux planètes que entre une planète et une étoile. Qui est une erreur épistémologique majeure. Et donc nous avons les 4 étoiles fixes royales qui sont transitées, si on peut dire, par Saturne au rythme d'une tous les 7 ans. Antares, je cite un peu dans le désordre comme ça, Antares, Fomalhaut, Aldébaran et Régulus. Alors, elles sont fixes, donc finalement elles rentrent très peu. Mais cela dit, elles ont eu le temps de passer, au niveau tropical, elles ont eu le temps de passer des signes fixes aux signes mutables. Donc maintenant, elles sont toutes en début de signes mutables. C'est-à-dire Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Mais ça, c'est simplement une référentielle purement éphéméridale. Laissons le zodiaque aux astronomes. Mais les astronomes n'ont rien à faire avec le zodiaque, si ce n'est comme référence purement commode sur le plan astronomique. Une fois qu'on a dit cela, d'autres choses doivent être avancées, justement, à savoir que un cycle de 7 ans, comment ça se décompose, comment ça se découpe. On a vu déjà que le cycle de 7 ans, c'est en 4. On peut également diviser chaque phase de 7 ans en 4. Un peu comme dans le domaine du jour et de la nuit ou des saisons. C'est-à-dire 2 grands pôles, le jour et la nuit, l'été et l'hiver, et puis des passages intermédiaires. Mais en réalité, on n'a qu'un seul et unique pôle. C'est-à-dire le moment de la conjonction et le pôle central. La conjonction de Saturne avec l'une des 4 étoiles fixes royales. Le pôle central. Et après, eh bien, évidemment, on s'en éloigne. Et en s'en éloignant, les significations évoluent. Le signal ne joue plus. Car tout est une question de signal. Le signal ne joue plus. Et donc, on est dans l'absence de signal qui est également tout à fait porteuse, tout comme la nuit est tout à fait porteuse par rapport au jour, même si elle n'est qu'une privation de lumière, elle a sa propre définition, en quelque sorte.
ouvrage sur l'embryon, un ouvrage qui nous dit que justement l'embryon nous restitue des états extrêmement anciens de la fabrication, si on peut dire, de l'être humain. Eh bien, donc ça veut dire que dans le présent, nous avons le passé qui est également conservé. C'est une façon de dire que l'astrocyclone, on peut en trouver des traces dans la tradition astrologique, mais c'est complètement noyé. Et qu'il est évident que la tradition astrologique a été complètement augmentée, il y a eu des rajouts, il y a eu des augmentations, et il y a eu aussi, comme on l'a vu pour les thématiques, des suppressions. Donc, on ne peut pas dire véritablement que cette tradition nous soit d'une grande utilité. C'est pas la même chose que pour l'embryon. C'est dans le domaine du vivant, alors qu'avec l'astrologie, on est dans le domaine des textes. Et des textes, les textes ils peuvent être supprimés, ils peuvent être évacués, alors que dans le domaine du vivant, ma foi, jusqu'à preuve du contraire, les choses se conservent. Les états successifs se conservent. On peut même remonter, paraît-il, à la bactérie en regardant l'être humain dans ses états les plus anciens. Des états, je veux dire, du fœtus. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on doit attendre de ces phases? Il n'y a pas grand-chose, finalement. Pas grand-chose. Mais quand je dis pas grand-chose, c'est pour parler. Que moi, je suis pour l'économie, le moyen, et je suis pour des positions stratégiques pour l'astrologie. Donc, il faut situer l'astrologie là où elle a un créneau à prendre, ou à récupérer et se réapproprier. L'idée principale de toute cyclicité, c'est bien évidemment le recommencement de quelque chose, c'est-à-dire le ressourcement. On peut donc dire qu'il y a une phase de ressourcement, et puis une phase où ce ressourcement est tout plus éloigné, et où l'on a tendance à se disperser, c'est-à-dire que c'est par opposition à un recentrage. Donc le recentrage serait la phase où la planète, Saturne en l'occurrence, se rapprochait de l'étoile, et puis le décentrage se ferait lorsque la planète s'éloigne au maximum de l'étoile, en rappelant, bien entendu, c'est difficile à soi, que contrairement aux travaux de Lenoble ou de Barbeau, nous fonctionnons sur des bases de 80 degrés, et non pas de 360 degrés. En ce sens-là, nous sommes proches de l'école de Reinhold Ebertin en Allemagne, avec le Neun-Sigrad système. C'est-à-dire qu'effectivement, pour nous, par exemple, l'opposition, c'est 180 sur 4. C'est-à-dire que ça donne 45 degrés. Le carré, donc si vous voulez, il faut tout diviser par 4. Donc quand il y a un 45 degrés entre Saturne et une étoile fixe royale, on est dans l'opposition. Donc on est au moment de la plus grande distance de Saturne par rapport à l'étoile, donc dans le minimum du recentrage. Donc on est dans la décentralisation. Mais le point le plus important, c'est effectivement ce moment de recentrage qui ne se produit pas au moment de la conjonction, mais qui se produit dans l'approche de la conjonction. Hein. Tout comme il continuera à se produire au-delà de la conjonction. Alors, j'ai établi des données chiffrées qui valent ce qu'elles valent, qui sont approximatives, mais qu'il faut quand même respecter, parce que je les ai plus ou moins vérifiées sur le terrain, à savoir qu'on va tenir compte de cette... Et j'ai en plus simplifié les choses, parce que de toute façon, tout ça, ce ne sont que des moyennes et des probabilités, pour parler comme dans le domaine de la quantique, du quantique. C'est-à-dire qu'effectivement, on va dire globalement que les étoiles sont situées à 0 degré de chaque signe mutable. Ce qui est faux, mais ce qui est une moyenne. Puisque c'est vrai pour Fomalhaut et pour Régulus, et c'est moins vrai, c'est un peu moins vrai pour l'axe Antares-Aldéban.
Donc on va compter 15 degrés pour le début de la phase montante, avant la conjonction, avant le passage de Saturne sur 0 degré, et pas sur l'étoile fixe elle-même. Enfin, ça c'est une question de détail, parce que de toute façon on n'est pas dans le domaine du thème natal, on est dans le domaine d'une sorte de flux. Donc le flux, c'est pas un jour près, c'est une tendance générale. Donc à 15 degrés du signe fixe qui précède le signe mutable, on entre dans la phase montante. On y reste jusqu'à 15 degrés après, au milieu du signe mutable, donc les 30 degrés. Après, on a 15 degrés entre le 15 degrés mutable et le 0 degré cardinal, qui sont une phase intermédiaire. Puis tout le signe cardinal est consacré à la phase descendante. Puis les 15 premiers degrés des signes fixes, les 4 signes fixes, sont les phases intermédiaires, encore une fois. Le principal, c'est d'avoir globalement le sens des choses. Puisque de toute façon, tout est provisoire et tout est progressif. Donc, nous avons là un système extrêmement simple, qui a une vocation universelle, puisqu'on ne fait pas de thème natal, puisqu'on ne distingue pas les pays les uns des autres. On est dans une sorte d'approche impériale de l'astrologie, qui englobe la totalité sous un seul et même régime, la totalité du monde, la totalité des nations, la totalité des personnes. Et nous sommes dans une véritable synchronicité, c'est-à-dire qu'effectivement, nous vivons tous la même chose. Nous n'agissons pas de la même manière, mais nous sommes confrontés au même modèle. Ce même modèle n'a pas les mêmes implications pour les uns et pour les autres, pour différentes raisons. Et la première raison, que j'ai d'ailleurs abordée tout à l'heure, j'aurais dû aborder, c'est que l'astrocyclone est surtout valable pour les femmes. Ce sont elles qui sont activées par l'astrocyclone et non pas les hommes. Les hommes sont activés par les femmes, notamment les femmes parce qu'elles ont un processus collectif qui va donc marquer la société, mais ils ne captent pas eux-mêmes, ils n'ont pas les radars qui leur permettent de capter, comme le font les femmes, les moments où cette planète se rapproche des étoiles. Parce qu'il faut bien comprendre que l'astrologie ici n'est pas de l'ordre du visuel. Les hommes ne sont pas en train de regarder le ciel. Donc c'est un visuel subconscient. Les femmes voient quelque part, perçoivent, captent que la planète Saturne se rapproche de l'une des 4 étoiles fixes royales. Et ça les déclenche dans un certain type de comportement, qui est celui que j'ai abordé tout à l'heure, c'est-à-dire celui du recentrage. Alors qu'est-ce que c'est que le recentrage? Le recentrage, c'est le recentrage vers l'homme, vers ce que j'appelle le mâle dominant, et aussi le pourvoyeur. Donc à ce moment-là, les femmes vont vers l'homme, pas vers les hommes en général, mais elles convergent vers les mâles dominants, ceux qui sont les plus performants, ceux qui sont élus en quelque sorte pour apporter un nouvel enseignement, si on peut dire, dans tous les sens du terme, une nouvelle semence à la société. Donc elle désigne celui qui va pourvoir à nourrir physiquement, mentalement, sexuellement, spirituellement, puisqu'il va avoir une approche aussi globale que possible, et il va être aussi polyvalent que possible. Voilà. Donc à ce moment-là, les femmes sont en quête, en chasse, à l'affût des mâles dominants, et si elles ne sont pas capables de les trouver, eh bien la société est pénalisée par la force des choses. C'est pour ça qu'il y a des sociétés qui fonctionnent mieux que d'autres, parce qu'il y a des sociétés où les femmes savent mieux que d'autres imposer et percevoir le mâle dominant, et non pas par des procédés, disons, un petit peu artisanaux, comme les élections présidentielles, où on vote comme cela. Bon, c'est pas forcément complètement absurde, mais le problème des élections présidentielles, c'est qu'elles ne se produisent pas nécessairement au moment où les phases sont dans ce sens-là. Et en l'occurrence, dans le cas de 2012, Saturne n'était pas encore en phase montante, mais dans une phase intermédiaire. Donc, elle n'était pas forcément spécialement motivée et inspirée pour choisir le mâle dominant. D'où le résultat que nous connaissons. Et ces phases, donc, aujourd'hui, les mâles dominants, on voit, on
voit des personnages comme Poutine, qui est classé typiquement un mal dominant, et qui essaie justement d'abolir les frontières, puisque le principe de la phase montante, c'est d'abolir les divisions et les clivages. Donc tout ce qui est frontière est considéré comme négatif. Alors, j'ai introduit, pour mieux comprendre, pour rendre plus palpable la notion d'astrocyclone, j'ai introduit la notion de tentation. Alors, c'est une notion assez étonnante, si on veut, mais qui est très parlante. En fait. Elle est très parlante, elle est notamment très parlante pour les hommes. Parce que les hommes, eux, ils subissent en quelque sorte ce système. Ce système ne décrit pas leur mode de fonctionnement interne. Ils déterminent un mode de fonctionnement qui est dicté de l'extérieur. Alors que chez les femmes, c'est l'inverse. C'est un système qui parle de leur intériorité. C'est pour ça que je parle de tentation. Et parce que, contrairement à ce qu'on a pu penser à un moment donné, les astres ne nous disent pas forcément ce que nous devons faire. Ils nous disent ce qui se présente à nous, ce qui s'offre à nous, ce qui n'est pas la même chose. Et ça ne veut pas dire qu'il faille forcément se rallier au verdict, au diktat des astres, mais il faut savoir le gérer. Alors la tentation, la tentation que provoque, et dès qu'on emploie le mot tentation, ça devient beaucoup plus parlant sur le plan psychologique, sur le plan même prévisionnel, si on peut dire. Nous sommes confrontés à des tentations, et c'est en ce sens-là qu'il y a une dimension karmique dans ce système. Ce système qui est organisé autour de l'homme, avec une sorte de biotechnologie qui implique à la fois les astres et les femmes, et c'est quand même un système qui vise l'homme. C'est l'homme qui est au centre du système. Et tout le reste est une sorte de processus de stimuli dont l'homme auquel l'homme va pouvoir apporter des réponses. Et ces tentations, bien, la tentation de la phase montante, c'est la tentation non seulement de la centralité, c'est-à-dire de la concentration spatiale, mais aussi de la centralité temporelle. C'est-à-dire que les femmes vont abolir le temps. Elles abolissent à la fois le temps et l'espace. Elles vont abolir le temps, et donc elles vont être des sortes de fantômes, en quelque sorte, du passé, et il est bien rare qu'un homme ne soit pas confronté à son passé par les femmes qu'il a pu connaître depuis sa naissance, on peut dire, et qui reviennent à la charge. Alors j'en ai parlé, j'ai déjà dit que les films qui viennent de sortir, comme ceux de Lelouch ou de ceux d'Alain Resnais, sont typiquement marqués par cette idée d'hommes qui sont rattrapés par leur passé. Et on a un film qui récemment qui a été remis en circulation depuis quelque temps, un vieux film avec Rex Harrison, qui s'appelle Trois abeilles dans un guêpier. Et c'est un peu la même chose, ce sont des femmes qui reviennent voir un homme qu'elles ont connu à différentes époques de sa vie et de leur vie. Donc c'est cette idée de qu'est-ce que je fais avec ce passé qui revient à la surface alors que je suis dans mon présent. Je vis quelque chose au présent et quelque part le passé me rattrape. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est à chaque homme de voir s'il doit céder aux sirènes du passé ou bien s'il doit les neutraliser ou se vacciner contre ces sirènes. D'autant plus qu'il va les retrouver tous les 7 ans. Donc au bout d'un certain moment, il doit quand même être un peu blasé par rapport à ce genre de scénario de comeback ou de flashback. Bon. Donc effectivement, nous sommes tous confrontés, et donc l'astrologue, justement, le rôle de l'astrologue, c'est non pas l'astrologue ne peut pas ne pas s'intéresser au temps de son client. Pas possible. Et en l'occurrence, avec l'astrocyclone, le temps de son client, c'est aussi son passé. Son passé renvoie à son futur, et inversement. Donc, la consultation, et même je dirais probablement les consultations, les séances, devront
s'attacher à voir comment la personne a subi ces phases montantes, qu'est-ce qui lui est arrivé, quel genre de rappels du passé se sont manifestés, et comment elle a géré ces rappels. Et bien entendu, ça nous va l'interpeller pour les prochaines phases montantes qui vont reposer les mêmes problèmes, avec des retours, je vais dire des retours d'affection, des retours, des rappels, des personnes dont on avait fait le deuil et qui reviennent, des gens qui s'étaient éloignés et qui se rapprochent, puisqu'on a dit que c'était une sorte de restriction, de réduction de l'espace-temps. Donc il n'y a plus de distance, ni dans le temps, ni dans l'espace. Donc ça c'est la tentation donc du recentrage et d'une espèce de volonté comme ça c'est comme si tout se rétrécissait en quelque sorte, comme si toutes les frontières, toutes les distances, tous les éloignements se rétrécissaient. Il faut donc que l'astrologue annonce déjà aussi, si on n'est pas encore dans une phase montante, qu'il annonce à quelques années à l'avance même, que ça va se produire. Et qu'il faut s'y préparer. Il faut se préparer, et comme on dit, un homme averti en vaut deux, il faut se préparer à ce genre de confrontation, à ce genre de tentation. Annoncer probablement le retour de quelqu'un qui nous aura marqué, une femme qui nous aura marqué dans notre vie, avec plus ou moins de poids, avec plus ou moins de persistance et de conséquences. Et puis alors il y a la deuxième phase qu'il faut également gérer, et qui n'est pas non plus sans intérêt, qui est la phase descendante de l'astrocyclone, et qui, elle, nous parle de l'éloignement, c'est-à-dire que justement de l'effet inverse. L'effet inverse, qu'est-ce que ça veut dire? L'effet inverse, c'est au contraire justement vous savez, c'est comme l'histoire de l'univers d'expansion. On n'est plus dans la phase montante, c'est le Big Bang, où tout se recentre, et la phase descendante, c'est l'expansion avec des facteurs qui s'éloignent de plus en plus les uns par rapport aux autres. Et là aussi, bien entendu, il faut aussi s'y attendre. Et là, ça peut affecter notre présent, c'est-à-dire qu'effectivement, les relations que nous pouvons avoir avec certaines personnes, ou entre les pays, ou entre les entreprises, tout ça a tendance à se distendre. Et à ce moment-là, on pourrait dire que c'est comme s'il fallait beaucoup plus de temps pour aller d'un endroit à un autre. Les choses sont beaucoup plus compliquées, et il faut traverser plus d'espace, tout est beaucoup plus compliqué, tout se complique considérablement, à tous les points de vue. Et notamment, ce que nous pensions proche, hein, c'est ça, analogiquement avec la proximité de Saturne par rapport à l'étoile, eh bien, ça n'est plus. Ça n'est plus aussi proche, les liens se distendent, et donc là aussi, l'astrologue peut annoncer des choses. Voyez-vous, on est en pleine prévision astrologique. La psychologie astrologique est une prévision pour l'astrocyclone complètement liée au temps et aux phases. Il n'y a pas de portrait psychologique spécifique, d'autant moins que pour nous, pour moi, il n'y a pas de psychologie cloisonnée. En tout cas pas chez les hommes. Ou si elle est cloisonnée, c'est par accident, c'est conjoncturel, ce n'est pas du tout structurel. En revanche, d'ailleurs, aucun cloisonnement n'est structurel. Tout cloisonnement est conjoncturel. En revanche, chez les femmes tendent à se cloisonner très rapidement, à se spécifier, à s'orienter de manière particulière, et par conséquent, on peut éventuellement être tenté de vouloir les décrire telles qu'elles sont devenues. Mais je pense que cette description est très intéressante sur le plan de la graphologie, pourquoi pas,
mais à mon avis, elle n'a pas d'intérêt sur le plan de l'astrologie. L'astrologie ou même la morphopsychologie. Même cela ne fait que refléter un état du moment. Bon, et comme les femmes sont beaucoup plus cristallisées dans leur mode de fonctionnement, ça ne varie pas beaucoup. Donc il y a une forme de constance. Par contre, chez les hommes qui sont en pleine possession de leurs moyens, ça peut être beaucoup plus difficile à cerner, et il vaut mieux les situer dans l'existentiel que dans l'essentiel, comme dirait Sartre. C'est-à-dire les situer dans les problématiques karmiques, cycliques qui se présentent à eux successivement, et comment ils les vivent. Ça, c'est à explorer, l'astrologue doit les explorer en compagnie de la personne, ou mieux encore peut-être que la personne elle-même se serve du système pour pouvoir étudier son propre cas de son côté. Ou avec un psychologue éventuellement. Peut-être là, vous savez que je ne suis pas spécialement pour le maintien nécessairement de la profession astrologique, au sens de praticien qui vient étudier le cas de telle personne sans le connaître vraiment, etc. Bon, je suis assez sceptique là-dessus. Par contre, je crois qu'il y a des astrologues qui sont là pour théoriser l'astrologie, pour élaborer des concepts, pour créer de nouvelles représentations de l'astrologie, de nouveaux designs de l'astrologie, comme moi d'ailleurs. Mais à partir de là, il faut absolument, et ça c'est impératif dans l'astrologie, il faut donner le modèle au client. Il faut lui expliquer comment il marche, comment on fait marcher, mais le client doit s'en servir parce qu'il est le mieux placé. Et c'est lui qui doit faire une forme d'introspection pour se souvenir de tout ce qui s'est passé à telle et telle époque. Et quand il s'agit de quelqu'un d'un certain âge, il faut du temps. Mais on peut imaginer une sorte de psychanalyse astrologique où on va voir l'astrologue et qu'on étudie successivement différents membres. Si quelqu'un a une soixantaine d'années, on peut étudier sur 4 ou 5 cycles de 7 ans, par exemple, comment les choses se sont passées successivement, et s'il y a des recoupements, des choses qui reviennent, des scénarios qui se répètent, etc. Donc on peut éventuellement imaginer. Mais dans ce cas-là, à mon avis, il faudrait que ce soit plutôt des psychologues ou des psychanalystes qui acquièrent l'usage de l'astrocyclon que l'inverse. Enfin bon, on pourra en discuter de cette question-là. Voilà, donc effectivement, je crois que c'est assez clair. Tout le monde peut comprendre cela. Alors les objections, c'est évidemment, mais comment se fait-il que nous arrive la même chose à tous au même moment Ce n'est pas si simple que cela, il ne faut pas caricaturer. Souvent les astrologues caricaturent dès qu'on parle de prévision générale, ils disent que ça n'arrive pas à tout le monde de la même manière. Mais personne n'a dit que ça arrive à tout le monde de la même manière. Mais les tentations, les challenges sont les mêmes au même moment. Et inversement, je dirais que je trouve détestable la théorie des transits qui fait que nous rencontrions des problèmes à des moments différents de notre vie. Que le diable d'ailleurs continue à dire, à mon avis c'est une de ses grandes erreurs. Non, nous vivons au même moment les mêmes choses. Pour les femmes, ça n'est pas vécu de la même manière que pour les hommes, c'est entendu, mais le calendrier est le même. Le calendrier est le même pour tout le monde, mais le contenu, le vécu de ce calendrier va varier au prorata de notre expérience, de notre âge, de notre sexe. Tout ça sont des éléments qui vont jouer. C'est vrai qu'un enfant qui rencontre un cycle de 7 ans à l'âge de 20 ans ne va pas le vivre comme un homme qui rencontre le cycle de 7 ans, un nouveau cycle de 7 ans, j'entends bien, à 40 ans ou à 60 ans. Il peut l'espérer. Même si, d'une certaine manière, il peut y avoir une tentation de vouloir revivre les mêmes expériences à 20 ou 30 ans d'écart. C'est un certain romantisme. En tout cas, l'homme, lui, il a sa carte à jouer qui lui est propre, et il n'a pas à, et ça j'insiste bien sur ce point, il n'a pas à à considérer que l'astrocyclon est sa norme. C'est une norme karmique qui va se présenter à lui, mais il n'a pas à entrer dans ce jeu-là. Il n'est pas obligé d'accepter des retours dans le passé, tout comme il n'est pas obligé non plus de prendre des distances par rapport au présent. Ça, ce sont des
bon vivre. Et à mon avis, c'est plutôt aux hommes d'aider les femmes à ne pas tout casser, et pas casser la baraque, de ne pas tout perturber. Donc il faut qu'ils neutralisent les femmes. Et, parce que les hommes, finalement, ils sont beaucoup moins cycliques que ça. Un homme qui arrive à se... Là, je rentre presque dans le stoïcisme. L'homme doit arriver à se prémunir contre ce genre de problèmes cycliques. Il ne faut pas qu'il se laisse entraîner par les sirènes du passé ou les sirènes du futur. Il ne faut pas qu'il se laisse entraîner par le mirage de ce qui se rapproche ou par le mirage de ce qui s'éloigne. Donc l'homme, lui, son objectif, c'est tout simplement de passer au travers de tout ce filet de choses. Et lui, il lui revient tout simplement, il n'a pas besoin de se construire par rapport à l'astrologie, il peut se construire contre l'astrologie. Alors que les femmes, elles sont, l'astrologie est la clé de leur comportement. Donc, oui, les hommes et les femmes sont, même si le système est le même, l'enjeu n'est pas le même. Les hommes doivent se prémunir contre l'astrocyclo, tout simplement. Et les femmes, elles sont possédées par ce système. Elles ne peuvent pas vraiment y faire grand-chose, mais d'une certaine façon, les hommes peuvent atténuer les effets de l'astrocyclon, peuvent, disons, optimaliser ces effets. On aura compris, je dirais ça pour terminer, on aura compris que c'est vraiment très simple. Très simple, que c'est un élément extrêmement utile pour notre société aujourd'hui, qui manque cruellement de ce genre de modèle, tout comme elle manque cruellement d'une connaissance valable des hommes et des femmes. Ce sont deux points aveugles de notre civilisation du XXIe siècle. Méconnaissant des cycles, méconnaissant des sexes. Alors, je ne cacherai pas que l'enseignement que je dispense autour de l'astrocyclon est également un enseignement qui concerne la question des genres. Et que si je devais justement mieux cibler, mieux profiler le métier d'astrologue du XXIe siècle, ce serait quelqu'un qui serait spécialisé dans cette double dimension du sexe et du cycle. Et c'est en cela qu'il pourrait en effet occuper un métier spécifique. À telle enseigne qu'il serait peut-être davantage, il aurait peut-être avantage présenté d'abord comme un spécialiste du sexe et du couple, et accessoirement du cycle, les deux étant liés. Enfin, c'est une question de stratégie commerciale et de stratégie de communication. Mais parce qu'autrement, si on commence à dire je suis astrologue, eh bien les gens vont dire ah oui, vous êtes astrologue, donc vous êtes censé faire ceci ou cela, et l'astrologue va se retrouver pris dans le piège d'une certaine forme d'image d'épinal de l'astrologie qui n'est pas du tout le but que nous poursuivons. Il vaut mieux qu'ils disent venez à moi parce que je suis un spécialiste du couple, et en tant que spécialiste du couple, je vais vous parler d'un certain cycle saturnien. Là, il y aura une possibilité de fonctionner sans avoir la pression de quelqu'un qui dit vous êtes astrologue, donc vous devez faire ceci ou cela, donc vous devez me faire la carte du ciel, donc vous devez me faire mon tel matin, etc. Il y a pas mal de gens qui ont compris ça. Donc effectivement, le sexe et le cycle, ça me paraît une bonne union, je vais le dire, une bonne combinatoire. Et donc, vous savez peut-être, puisque j'ai pu écrire sur les hommes et les femmes, j'en ai parlé là accessoirement par rapport au cycle, mais il y a plus de questions à faire, et au bout du compte, il s'agit bien de l'entente entre les hommes et les femmes dont il s'agit là. Et je donne les éléments pour que cette entente fonctionne au mieux et qu'il y ait la plus grande harmonie dans la relation entre hommes et femmes, la meilleure compréhension des uns et des autres. Et je pense que sur ce point, on pourrait développer. Effectivement, je pense qu'il y a un problème de prise de conscience. On est très à la mode cette notion de l'évolution de la conscience. Et j'aimerais bien que les colloques qui actuellement sont organisés autour de l'évolution de la conscience mettent en avant la question du masculin et du féminin. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'encore une fois, la notion de cycle et tout, aussi bien le cycle que le sexe sont des notions qui sont complètement ignorées ou bâclées
dans notre situation actuelle. Il y a des bouquins entiers de psychologie ou de spiritualité qui ne parlent plus du tout de la question des masculins et féminins. C'est devenu un tabou. Quant à l'action du cycle, c'est devenu une sorte de tarte à la crème. Les personnes ne croient grand-chose dans ce domaine-là. Alors, moi, ma thèse, c'est que toute l'astrologie est de l'ordre de la technique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est construit à partir de données naturelles, si on peut dire, mais qui est devenu quelque chose de totalement artificiel, au sens fort du terme, d'ailleurs au sens artisanal du terme. L'astrologie n'a pas un rapport avec la nature, ou si on peut le dire, elle s'est construite contre la nature, elle s'est construite à partir de la nature. C'est-à-dire elle est partie, au sens strict, de la nature. Donc elle est partie, c'est-à-dire qu'elle n'y est plus. Et donc ce départ de l'astrologie est essentiel. Elle a pris de l'astronomie certaines choses dont elle avait besoin. Je reviens à cette théorie que j'ai exposée dans le précédente communication sur le rasoir d'Occam, parce que faut bien comprendre ce qu'elle a appris, ce qu'elle n'a pas pris, ce dont elle a besoin, ce qu'elle n'a pas besoin, et on coupe. On déleste. Et par conséquent, le système astrologique est un système totalement artificiel. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il n'existe pas. Pas du tout. Il est artificiel et il est, je l'appelle biotechnologique. C'est-à-dire qu'il est un mélange de vivant et de machine. Et c'est ce qu'on appelle une super machine. Puisque ça permet aux vivants de se perpétuer et ça permet à la machine de se perpétuer. C'est-à-dire que la machine peut se perpétuer grâce aux vivants. Elle peut se renouveler par le biais de la génétique, par le biais du vivant, de l'enfantement, si on peut dire, de génétique. Et donc ça permet, donc c'est un objet technique qui a une capacité de se perpétuer indéfiniment. C'est une façon de résoudre la question des caractères acquis. Mais évidemment, ça nous ouvre à d'autres problèmes. On dirait que certains diront qu'on est passé des carrés dans ce film-là, mais ça on n'y peut rien. Effectivement, comment tout ça a été construit, qui a élaboré un tel outil, un tel système biotechnologique. Bon, alors ça nous renvoie à des questions, je repense à la lecture des gens syndiques de la Bible, les cahiers de Moïse, je ne sais pas quoi, et Jean Saint-Denis que j'ai connu juste avant sa mort, en 1977, et il avait participé d'ailleurs initialement à mon congrès sur l'ère des Verseaux, il est mort juste avant. Et donc effectivement, Jean Saint-Denis qui a une lecture de la Genèse, où il voit des extraterrestres intervenir dans l'histoire de l'évolution de l'humanité. Moi je ne suis pas très éloigné de cette idée-là. Bon, ce que je voudrais terminer en disant, je dis adieu aux astronomes. Aux astronomes qui me laissent tranquille. Les astronomes n'ont rien à faire dans cette affaire. On n'est pas en train de dire, en effet, que les astres agissent sur nous, de par leur vertu intrinsèque. Les astres n'agissent sur nous que par une sémiotique, si on veut, par un système de signaux qui ont été fixés. On a dit, voilà, quand telle planète se rapprochera de tel autre astre, bien il se passera, on aura tel et tel, on aura un changement de comportement, on aura une mécanique qui fonctionnera, qui va se débloquer, qui va passer à un autre stade, un autre engrenage, mais on n'a jamais dit que c'était des facteurs astronomiques au sens scientifique du terme. Ce sont des réalités astronomiques qui sont isolées, qui sont complètement sélectionnées, arbitrairement, et qui ont simplement le mérite d'exister. Donc si je dis par exemple que les anciens connaissaient Saturne il y a 10 000 ans, on ne peut pas dire le contraire. Moi, c'est la chose qui m'intéresse. Bon. Maintenant, si on me dit mais Saturne n'a pas du tout vocation à faire ceci ou cela, j'en ai rien à foutre, bien évidemment. Que la conjonction de Saturne avec une étoile fixe, c'est n'importe quoi, bien évidemment que c'est n'importe quoi, mais c'est un visuel, et c'est un visuel, on n'est pas dans le domaine encore une fois, du thème natal, c'est un visuel plus ou moins approximatif, plus ou moins grossier, mais qui fonctionne. Voyez-vous, donc, merci les astronomes, au revoir.
et qu'ils ne s'occupent plus d'écrire sur l'astrologie comme ils le font, comme Philippe Zarka ou Daniel Kuhn le font, notamment dans le que sais-je. Ils sont disqualifiés, n'ont aucune compétence dans ce domaine. Sinon, de façon très marginale, pour déterminer à quelle date on connaissait effectivement telle et telle planète ou telle et telle étoile. Mais, alors justement, le grand problème, c'est que beaucoup d'astrologues sont complètement à la botte des astronomes, et que c'est ça qui donne aux astronomes, en quelque sorte, une sorte de droit de regard. Hein. C'est ça qui est un petit peu vicieux. Il est évident que si les astrologues d'aujourd'hui sont si passionnés par l'astronomie, je pense à Jean-Pierre Nicolas, qui voudrait que le système solaire soit un véritable système avec des significations propres à leur vitesse de révolution, leur éloignement par rapport au Soleil. Bon, alors là, évidemment, on rentre dans une théorie où l'astronomie aurait son mot à dire, puisque ce serait une lecture astrologique du système solaire. Jean-Pierre Nicolas garde bien d'utiliser les étoiles fixes qui ne font pas partie du système solaire, pour être dans l'orthodoxie astronomique. Donc il y a évidemment des astrologues qui louchent dans ce domaine-là, et puis les astrologues nous disent aussi, vous comprenez, le grand public nous pose des questions sur l'astrologie, on est obligé de répondre. Ah oui, d'accord, enfin c'est pas sérieux, c'est comme les astrologues qui disent, il y a des gens qui nous posent des questions sur tel et tel sujet, on est obligé de leur donner une réponse. Mais non, le public ne dicte pas sa loi. Bon. Et ce n'est pas un argument suffisant de dire, puisque le public nous prend pour des astrologues, donc nous avons le droit d'écrire sur l'astrologie. Désolé, ce n'est pas un argument valable, à part du contraire. Donc, il faut clarifier, l'astrologie n'est pas dans le domaine de la nature astronomique, même si elle utilise quelques éléments très rares de l'astronomie, bien évidemment, mais très rares, très peu nombreux. Saturne, puis éventuellement, bon, évidemment, le Soleil et la Lune, mais encore. Donc finalement, elle n'a pas besoin d'autre chose. On est encore une fois dans le rasoir d'Occam. L'astrologie, elle prend uniquement son... Alors on me dira, alors comment se fait-il que l'astrologie d'aujourd'hui ait récupéré tous les éléments astronomiques? Ah, grave question historique, n'est-ce pas? Alors là, évidemment, n'est-ce pas, si les astrologues eux-mêmes se sont référés à l'astronomie, alors évidemment, et s'ils ont utilisé toutes les planètes qu'on connaissait dans l'Antiquité, plus depuis la fin du XVIIIe siècle, les nouvelles planètes au-delà de Saturne, alors vous comprenez bien que, bon, vous voyez bien que l'astrologie est complètement scotchée sur l'astronomie. Oui, mais enfin, on n'en a rien à faire encore une fois. C'est vrai que c'est comme ça. C'est une réalité historique. Mais c'est une déviance, c'est une hérésie. Ces astrologues qui font de l'astronomie à tout crin sont dans l'hérésie par rapport à la doxa astrologique telle que je la conçois. Alors donc là, en tant qu'historien, il faudrait se poser des questions pour savoir comment tout ça s'est mis en place, comment on en est arrivé où on en est arrivé aujourd'hui, avec un décalage absolument énorme entre la réalité qui est vécue par les êtres humains au niveau génétique, au niveau cyclique, et le discours astrologique qui est complètement décalé, qui n'a plus rien à voir avec la réalité telle qu'elle est. Alors le discours astrologique, il a une réalité astronomique, mais il n'a plus du tout une réalité au niveau génétique. Donc c'est assez compliqué. À mon avis, je reviendrai là-dessus, à mon avis, il y a eu un moment donné où, pour des raisons diverses, les astronomes ont voulu s'intéresser à l'astrologie, puisque l'astrologie venait de chez eux. Ils se sont dit, tiens, on va faire une OPA sur l'astrologie. Et là je reprends un argument qui a souvent été utilisé, pour justifier leur astronomie, parce que finalement l'astronomie elle sert à quoi? On ne sait pas très bien à quoi elle sert. Ils ont été obligés de dire que l'astronomie permettait d'améliorer l'astrologie. Hein, donc par conséquent, d'où les traités où on prend plaisir à montrer à quel point toutes les planètes sont nécessaires à l'astrologie, puisque c'est une façon de légitimer l'activité astronomique. Il ne faut pas oublier que jusqu'à Colbert, jusqu'à la création de l'Académie des sciences en France, les astronomes
l'astronome n'était pas payé pour être astronome. Il fallait aussi qu'il fasse de l'astrologie. Enfin bon, on va en discuter là-dessus. Mais c'est encore le cas de Kepler d'ailleurs. Et on dit souvent d'ailleurs que l'astrologie était une façon pour l'astronomie de se nourrir. Donc il y a eu des relations extrêmement ambiguës, ambivalentes par rapport entre les astrologues et les astronomes jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Alors on n'en est pas à dire, comme on voit encore traîner partout, qu'il y a eu un édit de Colbert en 1666 qui a condamné l'astrologie, qui a empêché l'astrologie de continuer. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais effectivement, Colbert, de facto, en stipendiant, en donnant des pensions aux astronomes, en créant l'Observatoire royal de Paris, a libéré les astronomes de ce poids et de ces contingences alimentaires, pour simplifier. Et bon, à partir de ce moment-là, les liens entre astrologie et astronomie auraient dû se distendre. Il n'y avait plus de raison d'être. Mais ça ne s'est pas fait. Bien au contraire, les astronomes se sont amusés, à partir d'Uranus, Neptune et Pluton, ils se sont amusés à utiliser, et puis je ne parle même pas de Cérès, Junon et Vesta, ils se sont amusés à donner des noms de dieux, les dieux qui n'avaient pas encore été utilisés jusqu'alors, à des nouvelles planètes. Donc ce faisant, le lien entre astrologie et astronomie s'est perpétué de façon évidente et ça a créé des confusions supplémentaires. Et à tel point qu'il y a des astrologues qui disent que la découverte de ces nouvelles planètes a correspondu à des moments importants dans l'histoire de l'humanité, à des prises de conscience nouvelles, en 1781, en 1846, en 1930, etc. C'est une mystique astrologique qui évidemment est très embêtante parce qu'en fin de compte, ce sont des planètes qui sont plus inconnues de l'Antiquité, invisibles à l'œil nu, qui n'ont donc pas du tout été conscientisées par l'humanité au cours de son histoire. Et on dit, oh oui, mais maintenant il faut les rajouter. Pourquoi il faut les rajouter? Parce que justement, ils pensent que l'astrologie est dans le domaine de la science. Donc, pensant que c'est dans le domaine de la science, ben, si la science évolue, il faut en tenir compte. Et moi, j'ai bien précisé, l'astrologie est dans le domaine de la technique et pas de la science. Et donc, la technique, c'est comme s'il disait, voilà, la langue française, il faut la revoir parce qu'elle n'a pas tenu compte de telle et telle notion au niveau de l'acoustique, je ne sais pas, où on va rebâtir le château de Versailles parce qu'il n'a pas tenu compte de tel et tel matériau ou qu'il ne s'est pas servi de... Non, l'humanité est porteuse de toutes sortes de techniques très anciennes et qui se sont perpétuées. Ce sont tous les monuments, les langues, les cultures, les littératures, tout ça, on ne va pas les changer sous prétexte que la science a évolué. Et dans le domaine de la technique, c'est pareil. Les pyramides sont les pyramides, les monuments sont les monuments, et l'astrologie fait partie de ces monuments. C'est un monument biotechnologique qui est marqué par son époque, par les problèmes de son temps, par les connaissances de son temps, qui n'a donc absolument pas à être rénovée, d'autant plus que elle a un mode de fonctionnement qui lui est propre, qui correspond à des réalités et des enjeux précis. Et je ne vois pas du tout l'intérêt qu'il y aurait à ajouter des planètes. Pour faire quoi? À quoi ça servirait? Le système fonctionne très bien tout seul, il n'y a absolument besoin d'aucune addition. Alors là aussi, on est tombé dans la mystique du plein emploi. Il y a des planètes, il faut les utiliser, il faut leur donner des significations, etc. Moi, je crois qu'il faut complètement abandonner ce genre de délire et considérer que les planètes, en réalité, les noms des dieux, parce que c'est un problème de la mythologie, effectivement, le rapport entre astrologie et mythologie est un problème aussi assez complexe. Les planètes ont servi avant tout, comme l'a montré d'ailleurs Jean-Pierre Nicolas dans sa théorie des astres, elles correspondent à des phases successives. Des phases successives, et donc elles ne correspondent pas à des... Donc ces phases successives, c'est des états successifs d'un cycle. On peut par exemple dire que voilà, par exemple, on peut décomposer le cycle, la phase de Saturne de 7 ans en un temps vénusien, un temps martien, un temps jupitérien, un temps mercurien, on peut dire ce qu'on veut. Bon, mais c'est simplement une façon de désigner. Et surtout, et je terminerai là-dessus, ces planètes, on nous dit parfois il y a une polarisation Mars-Vénus. C'est absurde.
si deux concepts sont opposés, eh bien ils sont opposés comme l'est le jour et la nuit. Donc en fin de compte, c'est le seul même concept. Donc il n'y a pas une planète Mars et une planète Vénus. Il y a un concept qui se décline tantôt sur un mode martien, tantôt sur un mode vénusien. Et de même, quand je parle de Saturne, je ne suis pas en train de parler de Saturne comme ayant telle et telle signification. C'est un marqueur comme le Soleil et la Lune. Quand quelqu'un est né sous un certain signe, il est né sous un signe solaire, mais ce n'est pas la valeur solaire qui est intéressante, c'est le fait de pointer le signe. Donc Saturne n'a pas de signification dans le système d'astrocyclone. Et la signification, elle est ce qu'elle est en phase montante et ce qu'elle est en phase descendante. Donc abandonnons, évitons ça. La planète est une valeur neutre qui va faire apparaître des significations successives au cours de son cycle. Mais il n'y a pas du tout besoin de faire intervenir une autre planète pour cela. Ce sont les phases même de la planète qui vont déterminer des états successifs, et donc des lieux successifs, des significations successives, peu importe. Et là encore, on est dans l'économie, la même planète